appel au boycott, chaque dénonciation de personnalités publiques problématiques s'accompagne du même commentaire. Ne rentre pas dans ce débat-là, tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ce serait du temps perdu. L'Apple que t'as dans la poche, est-ce que franchement, est-ce qu'écologiquement il fait bien sûr? Est-ce que tout ce que tu fais, les voitures que t'achètes, ne rentrent pas dans ce débat-là qui est stérile, mon pote? Parce que tout le monde a de quoi se reprocher, tout et n'importe quoi. L'argument de l'iPhone est une manière facile et malhonnête de silencier, de couper court à un processus de réflexion collective qui tend pourtant vers un monde plus viable. Dans cette vidéo, je vous propose que nous mettions définitivement un terme à ce raisonnement fallacieux, et ce grâce à 4 chapitres. Pour les adeptes d'art oratoire et autres amateurs de Schopenhauer, ce chapitre va brièvement nous servir à comprendre en quoi du coup cet argument est un sophisme. Je pense que vous êtes à peu près tous à l'aise ici avec la notion de sophisme. Le sophisme est donc un argument d'apparence rigoureux, valide, rationnel, mais dont la conclusion est en réalité erronée. Excusez-moi, j'ai pas bien fait mes rushs, mais du coup là dans ce chapitre on parle du sophisme de la solution parfaite, qui est un sophisme qui consiste à dire que parce qu'une solution n'est pas parfaite à 100%, alors on ne doit pas opter pour elle, ou alors on doit l'ignorer, ou alors on doit rien faire. Voilà, donc là je parle du sophisme de la solution parfaite et du fait que l'argument de l'iPhone est un sophisme de la solution parfaite. Cet argument est fallacieux car la question ne réside pas dans le fait d'avoir une solution idéale à un problème, mais plutôt d'en avoir une qui serait moins mauvaise que l'absence totale de réponse. Même si l'explication de la solution est imparfaite, tant qu'elle est meilleure que l'inaction ou le silence, elle mérite d'être privilégiée. Non, ce n'est pas idéal de passer par des plateformes ou des outils qui font partie du problème que nous cherchons à dénoncer. Oui, il y a une part de contradiction dans le fait de dénoncer la situation au Congo via son téléphone portable. Oui, tenir des discours anticapitalistes ou révolutionnaires sur TikTok ou sur Instagram peut s'avérer aberrant, mais ce sont les meilleures solutions que nous avons pour le moment. Pour le moment, il n'existe pas d'alternative aux réseaux sociaux pour exprimer des idées de manière indépendante, et ce à grande échelle. Il faut aller étape par étape, peut-être qu'un jour nous aurons des réseaux sociaux ou des téléphones éthiques, mais en fait ce sera le fruit d'un long processus qui commence avec ce que nous avons. D'ailleurs j'ai lu un truc sympa d'Amadou Hampâté-Bâ aujourd'hui, je vais vous le lire. Aspect de la civilisation africaine d'Amadou Hampâté-Bâ. J'ai trouvé. Il s'agit d'un proverbe bambara qui dit « Quand un serpent ou un animal quelconque sort de la forêt, vous lui lancez ce que vous avez dans la main. » Voilà. La prochaine fois que quelqu'un utilisera l'argument de l'iPhone, vous utiliserez ce proverbe bambara. En gros, on a des solutions concrètes, on a des solutions faisables, mais on a besoin de pratique et de temps pour qu'elles soient affinées et perfectionnées. Mieux vaut une tentative imparfaite plutôt que la passivité ou l'immobilisme. Vous pouvez pointer les imperfections des démarches en cours, mais faites-le de manière constructive. Faites-le dans un but d'amélioration, de radicalisation, mais pas dans l'objectif de vous déroger à l'empathie ou à la mobilisation. Ne le faites pas dans un but de vous conforter dans votre fatalisme dangereux. Par ailleurs, cet argument est classiquement une petite attaque ad hominem. L'attaque ad hominem vise du coup à attaquer une personne, le propos d'une personne sur la base de ses actions. L'argument ad hominem n'est pas toujours incohérent, mais ici il est utilisé de manière malhonnête. Je sais pas, si quelqu'un vous dit le sucre c'est mauvais pour la santé, il faudrait vraiment qu'on réfléchisse à des alternatives plus saines. Vous allez pas lui répondre ouais mais toi tu fumes. Parce que même si c'est vrai, ça invalide pas son propos. Tendre vers un idéal, vers une solution, ne signifie pas l'incarner tout de suite parfaitement. Et encore une fois, il s'agit d'aller étape par étape. Pour l'instant, on n'a ni d'alternative au téléphone, ni d'alternative aux réseaux sociaux. On ne peut pas encore être parfait, mais soyons moins pires. Oui, un nouveau mode de vie nous coûterait l'ancien. Le biais de statu quo désigne une résistance exagérée au changement, une préférence naturelle pour l'état actuel des choses. L'argument de l'iPhone est une forme d'hostilité envers des réflexions qui seraient susceptibles d'immiscer un changement. En fait, c'est se dire, de toute façon, aujourd'hui, notre consommation n'est pas éthique, on n'a pas de substitut pour certains produits, à quoi bon réfléchir pour changer les choses? C'est plutôt confortable de réfléchir comme ça parce que, au fond, on l'aime bien notre mode de vie. On est très attaché à nos produits. On est très attaché aux produits qui font tout notre quotidien. Même si c'est un produit couvert de sang, même si c'est un produit qui représente un coût humain et environnemental monstre, en fait, on est trop habitué à consommer comme ça et arrêter, ça représenterait un coût. Ce positionnement, celui du statu quo, n'est pas neutre. C'est un parti pris. Et c'est un parti pris ayant des racines systémiques. En effet, ce sont les systèmes qui établissent les normes pour les individus et non l'inverse. Nous acceptons l'organisation des choses telles qu'elles sont, et on va se comporter comme ça sans se demander pourquoi est-ce que les choses sont ainsi ou comment est-ce qu'elles pourraient être améliorées. L'iPhone et à peu près tous nos produits de consommation sont couverts de sang, mais comme les institutions autorisent la production et la consommation de ces objets, on va pas le remettre en question. Nos sociétés occidentales se caractérisent par l'acceptation en masse du monde tel qu'il est. Nous sommes des populations tellement habituées à l'état présent des choses que nous ne pouvons même pas imaginer qu'il puisse en aller autrement. Et au fond, on n'a pas tellement envie qu'il en aille autrement.
Les choses sont comme elles sont, alors nous les suivons par conformisme. Nous oublions que notre organisation n'est pas issue d'une loi naturelle, mais bien d'une construction sociale, et cette construction sociale établit ce qui est acceptable dans le cadre de notre consommation. Même si nous savons que ce que nous achetons pose des problèmes humanitaires graves, quand on va voir des personnes remettre ça en question et chercher des alternatives, on peut résister à ce changement en voulant garder les choses telles qu'elles ont toujours été. Pourtant, nous devons nous écarter des systèmes dépassés, comme le capitalisme, pour réfléchir à d'autres choses plus adaptées. L'argument de l'iPhone est une manifestation du fait que vous êtes un peu mal à l'aise avec le fait d'imaginer un quotidien différent de l'actuel. Et en vrai, c'est une réaction plutôt naturelle, c'est même un réflexe. Le biais de statu quo implique une difficulté pour les individus d'accepter les changements institutionnels, même lorsqu'ils sont positifs. On peut donner l'exemple des personnes qui vont être un petit peu réticentes aux avancées politiques liées à l'équité, par exemple. Certaines personnes peuvent y être opposées non pas par racisme ou misogynie explicite et affirmée, mais plus par rapport à ce biais lié à la résistance au changement. L'état actuel des choses, c'est ce que nous connaissons, c'est ce qui nous rassure. Pourtant, nous ne pouvons grandir et nous développer seulement en nous affranchissant du statu quo et en découvrant d'autres possibilités. Cela est vrai au niveau individuel parce que par exemple, si vous voulez vous développer en tant qu'individu, vous devez sortir de vos schémas habituels, surtout lorsqu'ils sont toxiques, mais c'est aussi vrai au niveau sociétal. Nous devons nous mettre à la découverte d'autres systèmes pour remplacer l'actuel qui est obsolète. On a tellement banalisé la souffrance, la domination, l'exploitation, le consumérisme au service du profit, que tous ces malheurs, tous ces morts, tous ces corps réduits dans une forme d'esclavage moderne sont considérés comme des conséquences naturelles du monde dans lequel on vit. Le biais de statu quo, c'est penser que le capitalisme est la meilleure option, parce que c'est ce qu'on a toujours connu, et que de toute façon, penser à des alternatives relèverait d'une utopie inatteignable, sauf que le ralliement à une forme de vision unique relève aussi d'une forme d'autodestruction. Et c'est aussi une manifestation d'une forme de standardisation des esprits et des comportements. Ça, c'est quelque chose qui est largement décrit par Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne. Elle explique en fait que l'action spontanée ou réfléchie sont devenues des phénomènes rares, puisqu'il n'est pas du tout naturel de chercher à bouleverser l'ordre établi. En effet, l'argument de l'iPhone relève d'une tentative de la masse d'imposer sa morale, celle du conformisme, et aussi celle du consentement au capitalisme. C'est le repli de l'individu sur lui-même qui se désengage et qui refuse de participer aux débats liés à la sphère publique. En gros, en utilisant l'argument de l'iPhone, vous n'avez rien d'original, vous êtes affreusement conformiste. La recherche de la satisfaction des désirs personnels, notamment à travers le consumérisme, est une norme, et c'est une norme que vous contribuez à renforcer. L'argument de l'iPhone est une forme de pare-feu, c'est une forme d'excuse qui sert à justifier votre désengagement. C'est une extension de votre incapacité à réfléchir à un mode de vie alternatif à celui que vous menez déjà. Un mode de vie où on pourrait aller faire ses courses sans financer un génocide par exemple. En gros, ceux qui utilisent l'argument de l'iPhone, c'est un peu les mêmes qui vont se moquer des végétariens ou des véganes, parce qu'en fait, le fait que des personnes changent concrètement leur mode de vie, ça vous met face à votre propre médiocrité, votre propre égoïsme et aussi éventuellement votre propre incapacité à exister en dehors de ce que vous consommez. Je sais qu'on peut trouver du confort dans l'individualisme parce que c'est confortable de se dire qu'on doit rien à personne, mais c'est une illusion. Le désengagement, le retrait, ça vous rend complice du statu quo. Le désengagement n'est pas neutre, c'est un parti pris. En fait, ce qui vous dérange dans les appels au boycott, c'est que ça bouleverse votre petit équilibre auto-centré. Parce que si vous devez boycotter Apple, vous devez boycotter Samsung, et vous devez boycotter McDonald's, et vous devez boycotter Amazon et Shein, et à la fin de la journée, vous devrez mettre en question tout votre mode de vie. Peut-être même que vous allez devoir remettre en question le métier que vous avez choisi, et du coup l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et tout ça, ça implique de se rendre compte que toute votre vie, toute notre vie, je m'inclus dedans, c'est basé sur l'exploitation d'autres personnes. En fait, c'est quand même plus sympathique d'ignorer cet aspect-là et de tenter de silencier ceux qui tentent de réfléchir autrement et d'honorer leurs devoirs de citoyen. Moi, je pense qu'il faut chercher vraiment à s'émanciper de ce que la Boétie appelle une paresse native de l'homme. En fait, la Boétie parle d'une habitude qui joue un rôle funeste, il parle d'une habitude qui endort la raison. Cette paresse se manifeste du coup par une forme de cynisme qui fait qu'on n'est plus capable de percevoir l'intérêt de se battre pour l'intérêt commun. Et c'est là qu'on arrive à l'apathie morale. À quoi bon se battre, à quoi bon faire preuve de réflexivité alors que vous n'avez même pas essayé. Vous n'avez même pas encore levé le petit doigt que vous venez nous plomber avec votre fatalisme performatif. Dès que nous nous retrouvons assujettis dans notre quotidien, nous oublions de penser que nous avons le devoir de nous battre pour notre liberté. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Nous avons toujours vécu comme tel, nos parents ont toujours vécu comme tel, alors ce monde, ces malheurs sont naturels. Bon, la servitude est d'abord cause d'elle-même. C'est-à-dire, bon, il y a une manière de vivre qui entretient, qui renouvelle la servitude. On est habitué habitué à obéir, habitué à faire la veille à faire le lendemain comme on a fait la veille, et ainsi de suite. Bon, et pour que les choses changent, effectivement, il faut que d'abord des gens commencent à changer. Commencer à changer, c'est commencer à ne pas avoir peur de la liberté. C'est-à-dire commencer à ne pas avoir peur de ce qui est nouveau, quoi.
Habitué aux ténèbres, on ne cherche même plus la lumière. Alors que l'homme asservi n'a plus la nature de l'homme. On se retrouve dans un mal qui est confortable, un mal qui est familier, un mal qui est tranquille. Un mal tranquille, surtout pour nous les occidentaux, mais cette tranquillité n'a aucune valeur. On est aussi tranquille dans un cachot, nous dit la Boétie. En est-ce assez pour s'y bien trouver? Vos désirs personnels et consuméristes ne sont pas plus importants que la vie des populations aussi éloignées, culturellement et géographiquement soit-elle. Le fétichisme... Non, Nios. Non. Le bébé, c'est le bébé chat. Qui est un bébé chat? Qui est un chat tout bébé? Donc, le fétichisme de la marchandise implique une forme de déconnexion du consommateur entre son objet et les conditions dans lesquelles il a été créé. On a tendance à considérer que nos téléphones, nos vêtements, nos meubles, notre nourriture sont apparus comme ça, comme par magie, dans notre magasin ou sur notre site internet, presque comme grâce à une force divine inconnue. En fait, on déconnecte totalement le produit de son processus de fabrication. Sauf que nos objets, c'est le fruit d'un travail humain, c'est le fruit du travail de plusieurs personnes. Et l'appel au boycott, c'est une démarche visant à placer en priorité la vie de ces personnes-là. En fait, l'iPhone, il est très souvent invoqué pour prouver en quoi le boycott ne serait pas une stratégie réalisable. Mais ça, c'est pas seulement parce que tout le monde a un téléphone, c'est surtout parce que personne veut se passer de son téléphone. En fait, certains objets sont considérés comme des entités autonomes qui viennent jusqu'à dominer les hommes. On assiste à une personnification de la chose et une chosification de la personne. Walter Benjamin a théorisé le capitalisme comme étant une religion dans laquelle les objets seraient des divinités ou des saints. En fait, leur manipulation pratique dans la vie quotidienne serait en fait des manifestations culturelles en dehors desquelles rien n'a de signification. En tant que membre de la société marchande, on projette en fait des pouvoirs sociaux sur des objets dont on croit finalement dépendre. Le concept de fétichisme, du coup, qui a été développé par Marx, possède beaucoup de similitudes et j'ai envie de dire une forme de comorbidité avec d'autres de ces concepts comme l'aliénation par exemple. Le fétichisme implique une dépossession de soi-même alors qu'on a l'impression d'être conscient et d'avoir du libre arbitre. En clair, la marchandise et l'argent nous font intérioriser des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Exemple qu'on a donné tout à l'heure, le capitalisme est nécessaire et les malheurs qui en découlent sont naturels, inévitables. Il devient difficile, voire impossible, de prendre conscience des rapports de domination qui structurent notre société. On va presque traiter tout ça comme un sujet secondaire. L'aliénation, liée au fétichisme, c'est une fausse conscience qui empêche les individus de théoriser leur propre libération. En conclusion de cette courte sous-partie, l'argument de l'iPhone renvoie à un attachement tellement exacerbé aux marchandises qu'on va même les privilégier au vie des personnes qui les ont produites notamment. L'appel au boycott, c'est pas seulement un appel à l'action, c'est aussi un appel à la réflexion et c'est une évocation de l'idée de perdre nos privilèges en tant que consommateurs. L'argument de l'iPhone, c'est l'argument de ceux qui ne veulent pas perdre ce privilège. Parce qu'en fait, concrètement, si un jour on trouve une alternative pour faire des téléphones sans coltan, bah, peu importe que vous trouviez cette alternative moins ergonomique ou moins pratique ou moins design, il faudra opter pour elle parce que ce sera la meilleure alternative. La servitude n'existe que parce qu'elle est volontaire, ou bien on consent à son mal, ou bien on le pourchasse. La Boétie considère que la situation des hommes ne dépend que d'eux-mêmes. Leur liberté, aussi bien que leur servitude, est de leur propre ressort. En fait, c'est le peuple qui lui-même fait sa liberté lorsqu'il fait ou défait le tyran. Faire le tyran, c'est surtout être son complice et son soutien. Quand, au contraire, la résistance, même passive, renforce la valeur du politique. Savoir dire non, c'est prouver sa liberté, la force du refus permet la reconquête de soi. En fait, on a le devoir d'agir à tout moment selon ce qui nous paraît juste. Thoreau nous dit par exemple que n'importe quelle forme de désobéissance civile est un devoir lorsque le gouvernement est jugé injuste ou corrompu, et qu'un citoyen qui traite avec un tel état est complice de sa corruption et de son injustice. Ça va aussi avec n'importe quelle entreprise, puisque on a vu que le désengagement était une forme de complicité avec le statu quo, surtout lorsque le statu quo est synonyme de domination raciste, coloniale, etc. Et là, Thoreau nous dit, si vous voulez vraiment faire quelque chose, démissionnez. Une fois que le sujet a refusé allégeance, la révolution est accomplie. Et c'est tout l'intérêt du boycott, c'est la démission. C'est une forme de responsabilisation menant à une transformation intérieure parce que l'ennemi est en nous. La violence doit d'abord s'exercer sur nous-mêmes. La première révolution, elle se fait dans la tête. Alain Accardo part d'un principe assez similaire lorsqu'il écrit que le capitalisme n'est pas seulement le monde qui nous entoure, mais c'est aussi notre monde intérieur. Il est aussi en nous-mêmes. Là, ça fait un peu gourou de secte. En gros, ce qu'il écrit, ce qu'il veut dire, c'est que nos structures de personnalité sont le fruit d'une socialisation. Cette socialisation, ce façonnement fait que nous consentons nous-mêmes à notre domination, à la fois en tant que travailleurs et consommateurs. Ce consensus relève du caractère implicite et inconscient de l'adhésion à l'ordre établi. Il n'y a pas de dimension intentionnelle et explicite lorsqu'on adhère au capitalisme. Parce que les personnes qui utilisent l'argument de l'iPhone ne disent pas explicitement je consens au capitalisme et je refuse qu'on réfléchisse à des alternatives plus saines. Ça relève quand même d'un consentement massif et durable à l'ordre existant.
existant. Accardo, il parle de quelque chose de très intéressant, il parle d'un consentement par défaut, il parle d'un accord originel, aveugle, impensé. Donc on n'est pas du tout dans une adhésion délibérée et réfléchie. Le système capitaliste ne se résume pas seulement par l'exploitation, l'oppression ou la domination des groupes d'individus, mais aussi par l'adhésion de ces mêmes individus au système qui les exploite, les spolie ou les opprime. Il s'agit d'une aliénation psychologique et morale alimentée par des espérances de succès individuels qui sont pourtant fallacieuses. L'argument de l'iPhone est donc la manifestation d'une adhésion informelle, une adhésion par défaut. And hegemony, on the other hand, is more subtle, it's more ideological, and it creates a system through education, through socialization, through contacts with the community, where people willingly give their consent to be governed, right? And it's that willing consent through hegemony that becomes part of the hegemonic project. Disons, bon, la servitude, c'est pas le fait comme ça qu'il y a des lois contraignantes, qu'il y a des gens qui vous observent, qu'il y a des gens qui vous battent, qu'on est obligé. Non, c'est le fait que voilà, il y a un ordre des choses qui va tout seul. La servitude, c'est une manière de continuer à vivre comme on vit, quoi. C'est ça, bon, qui effectivement, je pense, très frappant, quoi. En fait, c'est une adhésion par ignorance. Après, il faut rester réaliste sur le fait que c'est pas parce qu'il y a une diffusion de masse du savoir que ça va coïncider avec une émancipation directe des humains. Mais il n'y a pas d'émancipation possible sans prise de conscience explicite de ce par quoi on est asservi. Nous l'avons vu, l'asservissement est anesthésié par le poids du conformisme et de l'habitude. En ce sens, toujours d'après Accardo, il y a en fait en nous une forme d'homo economicus capitaliscus qui serait en adéquation naturelle avec le monde qu'il a socialisé. Ainsi, les agents sociaux se retrouvent embrigadés dans le capitalisme sans coercition, sans violence. Les populations se soumettent d'elles-mêmes. Les utilisateurs de l'argument de l'iPhone n'ont pas de pistolet sur la tempe, pourtant ils défendent bénévolement le système qui les exploite. En effet, ce dernier fonctionne mieux en donnant l'illusion aux gens d'avoir une forme de libre arbitre, de pouvoir faire preuve d'initiative et du coup en s'assurant de leur adhésion personnelle. L'argument de l'iPhone, c'est aussi une forme d'aversion, d'hostilité ou tout simplement d'indifférence pour des pratiques qui ne sont pas valorisées par le système capitaliste. Cela permet de faire fonctionner, de valoriser les structures existantes. T'es de gauche, mais t'as un iPhone, ça veut dire mais pourquoi est-ce que tu cherches à réfléchir à des alternatives alors que tu fais partie du système ? Épouse-le totalement. Épouse-le totalement et ne cherche pas à y résister, c'est absurde. Oui, nous sommes de gauche, mais nous sommes aussi le produit de notre époque et de notre système économique. Nous ne vivons pas en déconnexion avec tout ça. Au contraire, c'est même plus cohérent de critiquer quelque chose que nous subissons nous-mêmes. Nous reconnaissons l'imperfection de notre démarche, mais nous refusons de tomber dans le fatalisme ou l'immobilisme. Nous avançons avec ce que nous avons. J'aimerais quand même ajouter une petite nuance importante pour clore cette sous-partie. Lorsqu'on parle de l'adhésion au capitalisme, donc c'est des notions qui sont beaucoup évoquées par Thoreau, la Boétie, Alain Accardo, etc. Lorsque l'on parle de l'adhésion des masses au système qui les opprime, il y a évidemment beaucoup d'exceptions. En fait, quand la Boétie, Thoreau, etc. en parlent, ils en parlent surtout pour dénoncer le fait que les travailleurs ne s'organisent pas. Ils en parlent pour désigner le fait qu'ils n'ont même pas conscience de leur propre soumission. Mais évidemment qu'il existe des formes de coercition plus violentes, que ce soit à travers la police. Et puis évidemment, il y a tout un tas de populations qui sont très violemment réduites en esclavage et qui n'ont même plus le libre arbitre dont nous bénéficions encore. Ensuite, il y a évidemment une distinction à faire entre le travailleur qui consent à travailler chez Amazon, Chine, tout ça, juste pour survivre, et le consommateur ou l'influenceur qui fait la promotion de produits de ces marques-là. En gros, quand vous défendez des personnalités publiques qu'on dénonce pour leur partenariat douteux, et que vous utilisez l'argument de l'iPhone, vous faites pas la distinction entre le fait de faire la promotion active, rémunérée, d'une marque ou d'un produit, c'est-à-dire que c'est un choix délibéré avec une forte compensation, et le fait d'utiliser ou de consommer un produit parce que y a pas forcément d'alternative viable. Parce qu'en fait, on peut aussi parler de contraintes systémiques même en tant que consommateur, parce que on est dans un système qui est dominé par les oligopoles et le monopole. On est dans des situations où parfois il y a une seule entreprise qui domine totalement un marché. Et en fait, ces structures de marché, elles affectent directement les consommateurs. Par exemple, dans le secteur technologique, les utilisateurs, ils se retrouvent enfermés dans une espèce d'écosystème propriétaire. Cette situation limite considérablement la possibilité d'avoir le choix et les influenceurs contribuent à renforcer ce monopole-là. Parce que c'est de véritables ambassadeurs de ces marques-là. Donc, un influenceur qui fait la promotion rémunérée de Samsung, ça relève d'un choix actif, lucratif, et sans nier non plus la responsabilité du consommateur, c'est quand même ni les mêmes échelles, ni les mêmes enjeux. Hannah Arendt s'inspire d'Aristote et considère que l'homme est un animal politique
qui ne peut développer ses capacités qu'en intervenant dans les affaires de la cité. C'est là qu'il raisonne, discute, élabore des lois, délibère pour agir sur sa société. Et c'est le seul moyen qu'il a de réaliser pleinement son humanité. Pour exister humainement, vous devez exister politiquement. Sartre allait parfaitement en ce sens. Il considérait que nous sommes responsables de tout, que partout nous avons une manière de penser, d'adhérer ou de refuser ce qui se passe. L'argument de l'iPhone, c'est l'anti-existentialisme par excellence. Nous l'avons vu, il suppose une forme de passivité. Sauf que l'existence précède l'essence. L'homme est responsable de ce qu'il est. L'existentialisme de Sartre fait reposer sur l'homme la responsabilité totale de son existence. Et ça ne signifie pas une responsabilité au niveau individuel, mais bien au niveau global. L'homme est pleinement responsable de tous les hommes, notre responsabilité engage l'humanité entière. L'argument de l'iPhone vient nier cette responsabilité par une forme de fatalisme cynique et paresseux. Il sous-entend que l'homme est condamné à exploiter et à être exploité et que toute tentative de progressisme serait vaine. Sauf qu'il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre. Il est libre à condition d'accomplir son devoir politique, et je ne parle pas forcément du vote. Thoreau nous dit que voter pour la justice, ce n'est rien faire pour elle, c'est se contenter d'exprimer un faible désir de la voir prévaloir. Il nous dit que des milliers de gens sont opposés en opinion à la guerre ou à l'esclavage, mais qui ne font pourtant rien pour y remédier. Ils s'asseyent, les mains dans les poches, en déclarant qu'ils ignorent quoi faire, et ne font rien. Parfois il y a des actes un petit peu passifs comme des pétitions, mais il n'y a rien d'ardent ni d'efficace. On attend que d'autres résolvent les problèmes à notre place. Pourtant une personne sage et réaliste ne laissera pas la justice à la merci du hasard. Et pourtant on remarque quand même une forme d'inertie au sein de la plupart des populations. Seule une minorité milite pour des changements en profondeur, et cette minorité a bien du mal à susciter une mobilisation active. Combien d'entre nous sont engagés concrètement politiquement? Combien d'entre nous sont membres de collectifs ou d'associations? Combien mènent des actions directes? Et franchement dans tout ça je m'inclus dedans, moi-même j'ai jamais mené d'action directe par exemple. Sauf qu'à force, on tombe dans ce que Sartre appelle le quiétisme, c'est-à-dire l'attitude de ceux qui considèrent que c'est aux autres de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Sauf qu'il n'existe de réalité que dans l'action. L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Et ça c'est désagréable à entendre parce que cette logique ne laisse pas place au fatalisme et donc au confort de se dire qu'on ne peut rien faire. C'est désagréable parce que c'est plus facile de tomber dans une froideur sans empathie, cachée sous un rationalisme supposé. C'est plus facile de pointer du doigt les contradictions de ceux qui ont le courage et l'humanité de lutter. Je parle de ceux qui refusent de tomber dans ce fatalisme nihiliste. En plus, pour beaucoup, vous êtes incapables de comprendre que lorsque l'on lutte pour n'importe quel travailleur exploité ou n'importe quelle victime de l'impérialisme, on lutte aussi pour nous-mêmes. Que vous aussi, quelque part, vous êtes prisonnier et que vous serez toujours plus proche d'un Palestinien qui a perdu sa famille et sa maison que de n'importe quel millionnaire que vous adulez et que vous défendez, ou dont vous tolérez les actes par votre inaction. C'est désagréable parce que la responsabilité suppose l'action concrète. La responsabilité suppose le sacrifice de privilèges nocifs. Mais moi, en fait, j'aime bien. J'aime bien parce que vivre, c'est résister. Un homme ne peut vivre véritablement sans être citoyen et sans résister. Gramsci considère que l'indifférence, c'est l'aboulie, le parasitisme, la lâcheté, et c'est pas la vie. C'est pourquoi il hait les indifférents, et je les hais aussi. L'indifférence est le point mort de l'histoire. L'argument de l'iPhone relève d'une indifférence face à ce que l'on cherche à dénoncer. C'est le refus d'écouter un militant tant qu'il n'incarne pas l'idéal auquel il aspire. Sauf que c'est absurde parce que pour atteindre cet idéal, le militant a besoin de votre attention. Il a besoin que vous vous joigniez à lui. Votre indifférence condamne cette mise en action, parce qu'elle se traduit par un absentéisme rendant impossible toute révolution. L'argument de l'iPhone, c'est la critique de ceux qui ne se demandent même pas s'ils ont accompli leur devoir. C'est la critique de ceux qui n'ont aucune réflexivité sur leur propre indifférence ou sur leur scepticisme. Sauf que vous, comment assumez-vous cette responsabilité? Qu'avez-vous fait? Et surtout, que n'avez-vous pas fait?